Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices qui souhaitent vendre sereinement et efficacement leur création, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Aujourd'hui, je suis ravie de proposer sur ce podcast une nouvelle interview et j'ai la joie de recevoir Aurore, connue sous le nom de Aurore Élise sur YouTube, et nous allons évoquer ensemble son parcours entrepreneurial qui va pouvoir, je suis sûre, vous inspirer et vous être d'une grande aide. Bonjour Aurore, comment vas-tu ? Bonjour Florence, je vais très bien, je suis ravie d'être là. Eh bien, moi, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview avec moi. Je sais qu'en ce moment, tu ne t'ennuies pas, que tu as plein de choses à faire, et Tout à fait. tu as tout de même accepté l'invitation, donc je t'en remercie grandement. Alors, ma chère Aurore, certaines personnes te connaissent peut-être déjà et connaissent peut-être ta chaîne YouTube qui est une mine d'or d'informations. Moi, quand j'ai connu cette chaîne, voilà, j'ai appris des choses à chaque vidéo. Donc, tu y délivres beaucoup de conseils. Peux-tu néanmoins te présenter en bref? Qui es-tu? Que fais-tu? En tout cas, ça fait plaisir, merci. Donc, je suis Aurore, j'habite en Belgique, mais je suis d'origine française. Et j'habite ici donc avec mon compagnon Grégory. Et en fait, il y a 7 ans, on a fondé une société de gravure laser. Et dernièrement, j'ai vendu cette société et je me suis consacrée pleinement à mon activité sur YouTube que j'avais développée en parallèle. Et sur cette chaîne YouTube, j'aide les créateurs à vendre leurs articles sur Etsy. C'est principalement mon créneau, mais je suis aussi un petit peu dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, eh bien, peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la création artisanale et à la gravure laser? Comment as-tu commencé? Comment as-tu découvert la gravure laser? Alors, en fait, au tout départ, donc moi, avant, je travaillais dans une banque. C'était mes études. Enfin, j'avais fait des études de comptabilité. Et je travaillais dans une banque, mais je ne m'épanouissais pas du tout. C'était pas moi. Je détestais ce que je faisais. Et j'ai décidé, vraiment, en fait, c'est quelques jours avant de commencer à travailler, enfin, vraiment à commencer le travail, c'était en octobre 2016. J'ai commencé à créer des petits porte-alliances que j'ai mis à l'époque sur Dawanda et Little Market. Je ne sais pas si c'est des plateformes que tu as connues. J'ai Ouais, j'ai- voilà. j'ai connu, oui. Ah bah oui, enfin, c'était des chouettes petites plateformes. Et donc, j'ai commencé à mettre des porte-alliances dessus. Et je les ai vendus un peu au fur et à mesure du temps, en fait, tout en continuant à travailler à la banque, évidemment. Et puis, ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis, en 2016, on a décidé vraiment de fonder la société. Et en fait, j'ai fondé une société de gravure laser parce que on me demandait de personnaliser ce que je faisais. Donc, les porte-alliances, on me demandait de graver les initiales des mariés, des choses dessus comme ça. Et au début, je faisais ça au pyrograveur. Et franchement, ça donnait. Quand je vois les photos aujourd'hui, j'ai honte. Vraiment, voilà, mais bon, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Et les clients étaient très contents. Donc voilà, c'était quand même il y a un petit peu de temps. Et puis après, j'ai décidé de regarder un petit peu plus comment on pouvait faire ça de manière plus professionnelle. Et c'est là que j'ai découvert la gravure laser. Et au départ, en fait, j'ai vu ça aux États-Unis parce qu'ici, il n'y avait pas ça. Enfin, franchement, c'est assez récent quand même. C'était ces dernières années qu'on en entend beaucoup parler. Mais sinon, il y a de ça 10 ans, on n'en entendait pas parler. Et voilà, et donc d'abord j'ai loué une machine pour vraiment tester. Et puis en voyant que ça avait beaucoup de succès, là j'ai investi et puis voilà, la suite ça s'est fait comme ça quoi. D'accord, mais tu as commencé quand même quand tu étais en banque ou tu as Oui, vraiment lâché pour... voilà, tu as fait ouais. en même temps pour le départ. J'ai fait en même temps ça presque 4 ans avant de vraiment arrêter. Oui, je voulais être sûre en fait que ça prenait bien et aussi je dépendais à 100% de mon activité sur Etsy à un moment donné et du coup je me suis dit ok, ça fait un petit peu peur de lâcher la banque alors qu'en fait Etsy pourrait fermer ma boutique du jour au lendemain. Donc j'ai attendu d'avoir des bonnes bases vraiment solides, d'avoir mon propre site internet, etc. avant de remettre ma démission quoi. D'accord, mais du coup tu t'es fait connaître vraiment uniquement sur la marketplace ou c'était aussi par tes proches, tes connaissances, le bouche à oreille? Eh Euh, bien, pas du tout. J'en avais pas vraiment parlé à mes proches. Enfin, mes parents étaient au courant, mais je veux dire, c'est tout. C'est vraiment Etsy à la base. Je suis arrivée à faire un salaire complet où je me payais moi et Greg, parce qu'on a travaillé quasi en même temps à deux dans la société. Et après, on a un peu pris peur en se disant ça pourrait être terminé du jour au lendemain, c'est très dangereux ce qu'on fait. Et donc là, on a décidé de commencer Facebook. Enfin, Facebook, j'avais commencé un petit peu avant, mais ça prenait pas. Et je m'y suis mis sérieusement. Donc là, ça a pris.
Et puis là, j'ai fait mon propre site internet et je renvoyais tout le trafic de mes réseaux sociaux sur mon propre site internet pour être un peu plus autonome, on va dire, vis-à-vis d'Etsy, quoi. D'accord. Donc vraiment, après, tu as bâti ta communauté vraiment sur Etsy, c'est ce qui marche ou marchait le plus. Oui, à la base, oui, parce que c'est vrai que sur Etsy, plus tu as des ventes, plus Etsy va t'en ramener aussi. Quand il voit qu'un article fonctionne et qu'une boutique fonctionne, il t'envoie aussi plus de trafic pour encourager ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a grandi au départ. Moi, je me suis fait pas mal de clients aussi dessus. Donc, je leur demandais si je pouvais garder leur adresse email pour pouvoir aussi les utiliser par après pour mes newsletters, etc. Et c'est comme ça que je me suis fait vraiment une base de clients qui étaient fidèles parce que parfois, ils revenaient chez moi. Et puis, après, voilà, après, j'ai entamé les réseaux sociaux dans un second temps, mais ça a été... Etsy, ça a été ma grosse base, oui. Ouais. D'accord, donc ton parcours, la banque. 2016, Je lâche tout tu, et j'ai tu, fait tu ma lâches société. et tu Ouais, crées ta 2017, 2017, ouais. 2017, ouais. Pendant 4 ans, tu crées C'est ça. vraiment la gravure laser. C'est ça. Et puis ici en 2023, donc en décembre, ici on avait envie de s'expatrier déjà de un et commencer à prendre la société avec nous, c'était vraiment compliqué. On y a réfléchi pendant un petit temps à savoir comment on pouvait faire, mais on n'a pas trouvé de solution qui était convenable parce que on avait déjà un gros problème au niveau des fournisseurs. Nos fournisseurs sont assez locaux et il y a allez, je dirais 60% au moins de ce que je gravais qui provient d'un fournisseur ici dans les Ardennes belges, un menuisier. Et lui ne livre pas le monde entier, je veux dire, il livre en Belgique, mais c'est tout. Et donc, je ne voyais déjà pas comment on allait se fournir chez lui et continuer. Donc, ça veut dire que je devais changer plus de la moitié de mes articles, je devais changer mes photos, enfin, vraiment tout. C'était un travail monstrueux. Et voilà, ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre la société et de faire autre chose, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et pour revenir à la gravure laser, quel a été le... déjà, est-ce que tu as eu un succès vraiment? Ça a été les porte-alliances qui t'ont fait décoller ou tu as eu d'autres produits derrière par la suite qui ont bien fonctionné et qui t'ont fait encore plus connaître, je dirais? Alors, vraiment les porte-alliances, j'ai réussi à faire, je crois que j'étais presque à 1 500 € de chiffre d'affaires, au départ où j'ai fait que des porte-alliances et c'est vraiment, quand j'ai passé les 1 000 ou les 1 500, Greg, n'y croyant pas trop au début, à un moment donné, il s'est fait: «Ah oui, là quand même, enfin, il avait du mal à croire que j'arrivais à faire, cette somme-là avec juste des porte-alliances. Et puis, ouais, là, ça a été mon 1er succès, on va dire. Et après, quand on a eu la gravure, vraiment la graveuse, on a pu faire plein d'autres choses. Et ce qui m'a aussi propulsée, je dirais que ce sont des faire-part que j'ai fait en bois, qui étaient assez spéciales parce que c'était comme une pièce de puzzle, comme un emporte-pièce, en fait. Et maintenant, on en voit beaucoup, mais j'ai été la première à le faire, en fait. Enfin, en tout cas, cette idée sort de ma tête, je ne l'avais pas vue sur internet et ça a eu un succès monstrueux, quand je l'ai mis en ligne. Alors, veux-tu dire que tu as été copiée derrière? Parce que la copie, on en parle Oui, maintenant souvent dans ouais, le monde de ouais, la création, tout à malheureusement. fait. Oui, j'ai été copiée très souvent. Maintenant, à la limite, ça ne me dérange pas qu'on copie le concept. Je veux dire, si quelqu'un, imaginons, reprend cette idée d'emporte-pièce, mais qui fait une toute autre forme ou quoi, voilà, c'est sa création au final, il se l'approprie. Mais si on reprend, on m'a déjà repris mes photos, ou alors qu'on reprend exactement le même dessin, là, ça commence à me déranger sérieusement, parce que là, c'est de la copie, c'est plus s'inspirer de quelqu'un, pour moi. Oui, et j'en ai déjà parlé avec pas mal de créatrices en off, et effectivement, on voit encore des créatrices, pourtant dans le mot créatrice, il y a créativité, Oui, et oui, c'est dommage mais de non, juste ne pas changer quelquefois, ne serait-ce qu'un motif ou de mettre sa patte, tout à fait. effectivement, et j'ai encore des créatrices qui se sont fait piquer, même littéralement, une description entière d'une trousse de toilette, par exemple, où à la virgule près, à la parenthèse près, à Ah oui, récupérer oui. les Copier-coller, descriptions et oui. copier-coller. Et C'est plus facile. c'est dommage même dans la création, je dirais, de ne pas au moins mettre sa patte, ne serait-ce, oui, qu'un motif, un bouton différent, une couture différente, une gravure un peu différente. Enfin, voilà, c'est Tout un à peu fait. Mais je pense qu'il y en a qui se disent, «Je vais copier parce que ça fonctionne» et qui ne réfléchissent pas plus loin. Parce que moi, par exemple, on m'a déjà copié, par exemple, tu vois, j'avais des boîtes en bois sur lesquelles je gravais un prénom d'enfant.
j'ai déjà des gens qui ont été gravés le même prénom dans la même écriture. Et je veux dire, à la limite, reprends la même écriture, mais change au moins le prénom. C'est Oui. trop bizarre de reprendre le prénom, je trouve en tout cas. Donc là, c'est vraiment de se dire, enfin, pour moi, ça, c'est des gens qui ont zéro créativité. Ça, c'est pas tenir dans le temps, en tout cas. Oui, il faut quand même un minimum réfléchir. Effectivement, les prénoms, on aurait pu quand même changer au moins Oui, le c'est prénom. minimum. Je pense que c'est, ne serait-ce que même pour son amour propre, je dirais, Tout à quand on fait. est créatrice, de se dire qu'on crée quelque chose quand même que les autres pensent au moins que ce soit que ça vienne de nous. Ah oui, Mais oui, bon. c'est ça. Et donc, tu disais tout à l'heure, je rebondis là-dessus, tu travaillais avec ton compagnon et donc tu travailles en couple. As-tu Oui. trouvé des difficultés à travailler en couple? Et puis par la suite, je dirais, as-tu trouvé un équilibre? Parce que souvent un équilibre perso-pro, puisque certainement on a les conversations qui reviennent sur sur T'as le tout compris. sujet. C'est ce que j'allais dire. En fait, bah, nous, on s'entend très bien parce que, ben, on se connaît, bah, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc je veux dire, bon, voilà, on se connaît quand même bien. Mais il y a rien à faire. Au début, quand on a été tous les 2 à la maison, toute la journée, ben, on a eu plus de disputes quand même et j'ai eu l'impression ça a duré genre 2 mois à peu près et j'ai eu l'impression que c'est vraiment le temps qu'on ait trouvé notre organisation, nos marques, bah, c'est toute une nouvelle routine aussi et donc voilà, au début, c'était un peu plus tendu, on va dire, mais c'est assez vite passé et puis après, en fait, je pense que si tu t'entends très bien dans ton quotidien, le fait de travailler ensemble peut très bien se passer aussi. Bon, ça, c'est un peu chacun comme il voit. Ma voisine m'a déjà dit: «Mais je ne pourrais absolument pas voir mon mari toute la journée», alors qu'elle l'adore, mais elle me dit: «C'est juste pas possible». Donc ça, c'est un peu en fonction de chacun, je pense aussi. Mais c'est vrai qu'après, il faut s'attendre à ce que les conversations tournent quasiment toujours autour du boulot parce que, nous, c'était notre bébé, c'était notre projet en commun, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc forcément, tu vas au resto et tu ne parles que de ça, le soir à table, tu ne parles que de ça et je pense qu'il y a des gens, ça peut déranger et donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte évidemment. Comme tu dis, après, quand c'est vraiment un projet à deux et que c'est un projet qui vous anime, vous avez tendance peut-être tous les deux à vouloir en parler Oui, parce que bah, ça vous fait plaisir, comme si vous parliez de foot pour certains ou d'autres d'autres choses. je pense, oui. Après, certaines personnes mettent peut-être des règles, alors c'était peut-être pas votre cas. Les règles, eh bien, on parle plus de travail quand on Ouais. dîne ou quand on, Ouais, on n'en quand a pas on. mise, Mais mais voilà. c'est pas plus mal peut-être de mettre des règles, effectivement. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas. Après, s'il y en a un des deux que ça dérange, là, je pense qu'il faut commencer à mettre des règles, effectivement, parce que ça peut devenir un problème, c'est sûr. Oui, mais quand vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà, ça peut fonctionner aussi. Et mais du coup, comment gères-tu ton temps, tout ça, ton agenda maintenant? Alors bon, tu ne fais plus de gravure laser, Oui, puisque tu viens de dire que tu as revendu la société, mais comment tu gérais ton temps vraiment, puisqu'il faut quand même faire connaître, alors il faut avoir le temps de la fabrication, il faut faire connaître exactement. tes produits, donc il faut mettre les produits et bien sûr Etsy pour ta part, par exemple. Alors comment tu gérais tout ce temps-là, plus l'administratif, plus. Plus et comme tu dis, enfin, c'est vrai que tout ce que tu cites, c'est bien parce que tu te rends compte, des enfin, on voit que tu as été dans la vente, tu te rends compte des étapes, parce qu'il y a par exemple, il y a parfois des clients qui viennent, sur Instagram et qui se rendent pas compte qu'en fait, tu n'as pas ta journée à répondre et ils envoient un message, par exemple, à 10 heures et à 11 heures, ils t'envoient des points d'interrogation, d'un de dire: «Mais pourquoi tu me réponds pas?» et en fait, mais les messages, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en priorité, on est d'accord, mais qui doit prendre un quart d'heure si possible, parce que sinon, je veux dire, tu fais rien d'autre de ta journée si tu passes ta journée à faire des messages. Donc en fait, nous notre organisation, on a eu du mal à la trouver, mais une fois qu'on l'a trouvée, elle a été assez bien rodée et on était très contents au final, on était efficace quoi. Donc en fait, le lundi, on s'occupait d'envoyer toutes les commandes qui avaient été passées la semaine d'avant. Donc, c'était vraiment une journée où on ne faisait que de l'emballage, du matin au soir et vers 16-17 heures, on allait au dépôt postal, porter tous nos colis. Le mardi, je faisais des maquettes. Donc en fait, nous, tout ce qu'on faisait était personnalisé. Vraiment chaque article qu'on vendait était personnalisé avec une gravure ou une découpe et cetera et donc il faut montrer aux clients ce que ça va donner à l'avance parce qu'évidemment, ils ont parfois du mal à s'imaginer l'écriture et cetera. Donc j'ai envoyé, les maquettes de toutes les commandes qui avaient été passées aussi et le mercredi et le jeudi, on encodait tout ce qui avait été validé et on produisait ça sur, la machine.
Et après le vendredi et c'était destiné à assembler les commandes. Donc là, il y avait, bon, des petites choses, la plupart du temps, c'était des choses à coller, à assembler, à poncer aussi parfois, voilà, toutes des choses comme ça. Et puis, bah, après il restait le week-end, où là, ben, c'était beaucoup, les commandes fournisseurs, les réassorts de stock, les réseaux sociaux. J'essayais aussi de planifier le week-end pour, la semaine, pour gagner du temps. Et sinon, je dirais que les mails, bah, je faisais ça tous les matins, en fait. Tous les matins, je me prenais au moins 1 heure pour, faire les mails et voilà, c'était comme ça qu'on s'organisait, en gros. Oui, donc vous avez bien rodé l'organisation et comme tu as ta chaîne YouTube, bon, tu disais que tu prenais un temps pour les réseaux. Est-ce que, par exemple, tu fais des vidéos quand même très régulièrement sur YouTube? Oui, Donc tu prenais ce temps-là pour avoir tes idées et, et les mettre oui. après en vidéo, en pratique? Oui, bah, en fait, franchement, ça, c'était pas facile et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué une partie des tâches que je faisais à Greg. Par exemple, les maquettes, le mardi, c'était lui qui les faisait. Du coup, le mardi, je cherchais mon idée de vidéo et je faisais au moins un script, en tout cas une idée des points que j'allais parler. Et je prenais un autre jour dans la semaine pour le tourner et si j'avais pas eu le temps parce que semaine chargée, c'était samedi ou parfois le dimanche matin à l'arrache parce que la vidéo sortait à 17 h, donc il faut le temps de la monter aussi, mais c'était souvent le week-end en fait, hein, ouais. D'accord. Et je rebondis, tout à l'heure tu reparlais donc de banque, etc. Il y a beaucoup de créatrices qui ont eu un passé tout autre que la création, qui se mettent à la création. Est-ce que tu avais pensé en étant en banque devenir entrepreneur un jour? Et avais-tu rêvé aussi de créer, parce que finalement tu as créé une marque, d'ailleurs avais-tu déposé ta marque pour la gravure laser ou pas du Eh tout? bien, figure-toi que non. D'accord, Figure-toi que non, et c'est vrai que, bah, voilà, je me suis en fait jamais posé la question et ça en fait, ça me choque aujourd'hui d'y penser, de me dire: «J'ai jamais déposé ma marque» et c'est dangereux de faire ça, ne faites pas comme moi. Mais non, je l'ai jamais fait et non. d'accord. Bon, tu as pu quand même avoir ton succès dans tous les cas et que même en C'est déposant la sûr. marque, dans tous les cas, on n'évite pas la copie puisqu'après il faut déposer des brevets Oui. par rapport à la création, ça c'est important de le savoir aussi, mais évidemment par rapport au nom, d'éviter de se faire piquer un nom ou que ce soit vraiment similaire, effectivement il peut y avoir des Non, non, soucis tout à fait. de temps en temps. Non, il vaut Donc mieux le faire, c'est sûr. on parlait de YouTube tout à l'heure, et bien comment tu as eu envie de te lancer en parallèle finalement sur YouTube pour Oui, aider aussi finalement tes consoeurs, tes confrères? c'est ça, tout à fait. Bah, donc en fait, moi, quand je me suis lancée à l'époque sur Etsy, il y avait très peu de ressources qui existaient pour, aider, les gens à savoir comment ça fonctionnait et cetera et en fait, ce qui est malheureux, c'est que j'ai dû aller me renseigner aux États-Unis, pour connaître vraiment comment ça fonctionnait, pour suivre des formations aussi parce que des formations en français, il y en avait pas. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage à l'époque et heureusement, moi, je me débrouillais un petit peu en anglais et encore, j'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui, mais j'essayais de me débrouiller, en fait et c'est comme ça que j'ai pu m'instruire et apprendre à savoir comment on faisait et je me suis dit que enfin, c'est à cette époque-là, je m'étais dit: «En fait, si un jour, j'arrive à monter, vraiment mon business sur Etsy et que j'arrive à réussir, j'aimerais bien pouvoir, faire aussi moi du contenu et aider les gens justement en français, là-dessus, sur Etsy, sur, bah, comment on fait pour vendre ses créations aussi sur internet?» Et donc l'idée est venue de là et disons que ça s'est concrétisé vraiment aussi parce que, bah, on voulait s'expatrier et donc, bah, je savais qu'à terme, j'allais sûrement devoir enfin, que je n'allais sûrement pas pouvoir garder ma société et donc il me fallait une activité qui était un peu plus en ligne et donc voilà, vraiment tout s'est réconcilié et je me suis dit: «OK, vraiment ça fait sens pour moi de faire ça parce que c'est quelque chose dont j'ai envie» et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. D'accord. Et là c'était en quelle année du coup à peu près? YouTube c'est quand? 2021, août 2021, ouais, D'accord, oui, donc ça fait déjà trois ans. presque D'accord, 3 ans, oui. oui. Et quel conseil pourrais-tu donner ou partager à une créatrice qui veut se lancer justement sur Etsy? Alors sur Etsy, je dirais que une des choses que je vois le plus souvent et c'est dommage parce qu'en fait la créatrice se tue elle-même en faisant ça, c'est qu'en fait elles effleurent, elles essayent, mais pas en profondeur et donc je fais souvent des analyses boutiques pour des créatrices ou des créateurs d'ailleurs et ce que je vois souvent, c'est qu'ils ont 10-15 articles sur leur boutique.
Alors c'est vrai que j'ai déjà dit plusieurs fois sur YouTube, je le sais bien, je l'ai dit moi-même, qu'il faut au moins ajouter 10 15 articles, mais c'est vraiment la base en fait parce que, c'est pas assez. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui sur Etsy et si tu n'ajoutes pas plus de créations, ben, il y a moins de chances évidemment qu'une des créations de marque, d'avoir un best-seller, qu'il y ait quelque chose qui ait du succès. Donc pour moi, il faut quand même mettre plus en ligne. Maintenant, j'ai pas dit qu'il fallait faire, quelque chose de masse et mettre 500 articles, hein, pas du tout. Surtout quand on est créateur, je sais très bien que c'est pas possible, mais il faut vraiment en ajouter plus pour moi et se dire: «OK, je m'y mets et je poste» et je me mets une routine où toutes les semaines, j'essaye de poster quelques articles. Et la deuxième chose en parallèle, c'est qu'il ne faut pas les poster n'importe comment. Il faut, essayer de faire un très bon référencement parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important de nos jours, bah, de toute façon, il n'y a pas que sur Etsy, c'est aussi sur Google et tout ça, hein. Et pour ça, bah, moi, j'utilise 3 outils, hein, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, moi, je ne vais pas les reciter, mais bon, voilà, des outils de recherche, en tout cas, en rapport avec Etsy. Et c'est ces outils-là vraiment qui t'apprennent à savoir c'est quoi les tags, enfin les mots-clés qui sont utilisés, et cetera. Et c'est vraiment en sachant quels sont les mots-clés qui sont tapés par les acheteurs que tu peux toi les mettre, où il faut, dans ton titre, dans ta description, et cetera. Et que, bah, tu sais ressortir plus haut dans les résultats de recherche. Pour moi, c'est les 2 points vraiment, sur lesquels enfin qu'il faut viser. C'est mettre, un maximum d'articles en ligne et soigner ton référencement et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. D'accord. Et est-ce que tu veux dire finalement, parce que, alors là, ça n'engage que moi, mais moi j'ai tendance à dire de ne pas se lancer partout, parce que quand on Oui, fait beaucoup de choses, eh bien on le fait, je dirais moyennement, bien par manque de temps, hein, puisque on en parlait tout à l'heure, la créatrice est un couteau suisse, elle doit exact. fabriquer, puisqu'elle ne fait pas que revendre, elle doit fabriquer, revendre, faire du marketing de contenu, enfin dans tous les cas être visible, quoi qu'il en soit, que ce soit d'ailleurs sur internet ou dans la vraie vie, comme j'aime à le dire sur le terrain. Donc le fait de se lancer un peu partout, on n'arrive pas forcément à bien travailler, et bien, comme tu disais, son référencement, etc., à un seul endroit. Est-ce que toi, tu dirais plus, ben oui, effectivement, de ne pas se lancer partout et de ne pas essayer de vendre sur 150 canaux de vente différents et de se concentrer, par exemple, sur Etsy? Ou est-ce que quand même, alors effectivement, Etsy n'appartient pas à la créatrice elle-même. Est-ce que tu conseillerais d'avoir quand même un site internet à côté ou autre? Enfin, quel est ton avis là-dessus? Alors, certainement pas d'attaquer plusieurs choses de front. Moi, je suis persuadée que c'est quand tu attaques vraiment quelque chose en profondeur et que tu t'y mets pendant, bah, il y a pas c'est pas parce que tu t'y mets un mois généralement que ça va prendre, il faut s'y mettre sur la durée. Au bout d'un moment, ça va finir par prendre parce que tu vas aussi, apprendre plein de choses en faisant quelque chose de manière consistante et dans un unicanal. Maintenant, moi, c'est vrai que je recommande de commencer par Etsy parce que ce que j'aime sur Etsy, c'est que tu n'as rien à avancer comme argent. C'est à la vente, au final, que ça va te coûter quelque chose. Quand tu vois combien ça peut te coûter un site internet, tu vas avancer beaucoup d'argent et au final, bah, tu ne sais pas si ça va porter ses fruits. Donc, moi, j'aime bien commencer par Etsy pour dire, voilà, tu testes ton idée sans trop avoir de dépenses. Et une fois que tu vois que ça commence à prendre sur Etsy, pourquoi pas attaquer un autre canal et là te sécuriser en ayant ton propre site internet et en ayant des réseaux sociaux qui renvoient vers ton site internet. Mais après, bon voilà, c'est pas la seule technique. Tu peux aussi te dire, j'attaque un réseau social en particulier, donc pas du tout Etsy, hein, vraiment juste Instagram ou TikTok. Tu te mets à fond sur le contenu et tu le rediriges vers ton site internet. Et je pense que ça peut vraiment fonctionner à long terme, mais je suis persuadée que ça prend plus de temps à mettre en place que Etsy, où tu sais être visible plus vite. Pour moi, en tout cas, ça c'est mon avis. Mais si on n'a pas du tout envie de se lancer sur Etsy, ça peut être une très bonne méthode aussi. Il faut juste savoir que ça prend un peu plus de temps, mais au moins c'est vrai que tu vas acquérir bah, tes propres clients aussi. C'est un peu plus, enfin, tes propres clients. Les clients de ton réseau social ne t'appartiennent pas. Ils seront à toi à partir du moment où tu arrives à récolter leur adresse email, quoi. Oui, voilà. Mais il est vrai que quand tu te lances sur Etsy ou n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs, le fait de commencer à comprendre les rouages, puisqu'il y a quand même ce fameux algorithme dont on parle de Oui, partout, hein, d'ailleurs que ce soit sur Instagram ou sur Etsy ou autre, eh bien le fait de comprendre tous les rouages vont faire aussi que tu vas plus vendre certainement au bout d'un moment et te faire connaître. oui. Comme tu disais, plutôt que de survoler. Et le maître mot, je pense souvent que ce soit Instagram, et bien on le voit, hein, pour tout le monde, hein, c'est pareil, on rame un peu au départ pour se faire connaître, mais je pense que le maître mot est la régularité, certainement.
tout à fait. pour, Ça finit toujours par payer. Enfin, moi, je le vois bien, c'est vraiment en me con quand je me consacre vraiment à quelque chose sur une longue durée, ça finit toujours par payer et au bout d'un moment, bah, il faut pas se décourager entre 2 en fait. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de ne pas lâcher entre 2 et c'est ça le problème de beaucoup de créateurs, c'est qu'ils ont le syndrome de, je sais pas comment on dit en français, de l'objet brillant, l'objet qui oui, brille, le the oui, oui. shiny object, parce que tu as tendance à et j'ai été la première, hein, je l'ai fait jusqu'à mes, 18 ans au moins, parce que moi j'ai toujours voulu lancer des sociétés depuis que je suis toute petite, hein. Enfin, créer en tout cas et vendre, c'était vraiment ce que je voulais faire et j'allais d'idée en idée, tous les mois je changeais en fait et je comprends aujourd'hui pourquoi ça fonctionnait pas, parce que j'ai jamais fait quelque chose, enfin j'avais jamais fait quelque chose sur la durée et c'est logique. Oui, bien sûr. Bon, on a toujours peur. Bah, quand on débute, on a l'impression qu'il faut commencer tout de suite très vite et qu'on va gagner tout de suite très vite. Or, dans n'importe quel métier, enfin dans l'entrepreneuriat en général, alors oui, il y a des success stories qui Mais c'est débutent très très rare. vite, mais enfin c'est quand même rare et Ouais, souvent c'est là où le moment où la personne se décourage qu'il aurait fallu qu'elle ne se décourage pas puisque le meilleur reste finalement à venir derrière. tout à Donc fait. Non, c'est c'est exactement ça. et Ouais, c'est souvent ça. aussi de ce que je remarque, hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui veulent se lancer sur Internet en pensant que c'est plus facile. Alors la communication peut être peut-être plus facile dans tous les cas. Il y a du travail derrière, on le voit avec ton travail à toi, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de travail derrière. Et les gens pensent aussi qu'être sur Internet, eh bien, ils vont pouvoir faire des choses et un peu en revenu passif, entre guillemets, même dans la création, en se disant bah, je vais créer, je vais mettre mes articles sur mon site et puis je vais attendre patiemment que les Oui. clients arrivent. Ouais, A ouais. priori, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, vraiment pas. Mais après, il existe des revenus passifs, mais c'est vrai que je le dis souvent sur YouTube. Parfois, je fais des vidéos sur les revenus passifs et j'essaye toujours de préciser, enfin, que c'est du semi-passif parce que tu dois quand même toujours t'occuper de ta boutique. Enfin, je parle pas que d'Etsy, hein, que ce soit en général. Même si tu vends par exemple des PDF ou d'articles numériques, bah, tu dois toujours continuer à poster parce que si tu ne le fais pas, c'est pas bon pour ton algorithme. Donc, tu vas redescendre à un moment donné dans les résultats de recherche si tu ne fais pas un travail encore derrière. Donc, c'est quand même, encore quelque chose dont il faut s'occuper. Donc pour moi, il y a quasiment rien qui est totalement passif, et il y a plein de gens qui croient que, oui, ils vont faire quelque chose pendant, bah, plusieurs jours, qu'ils vont poster des articles et qu'il faudra plus jamais s'en occuper pendant des années, mais ça fonctionne pas comme ça. Non, Voilà. malheureusement. Et dans tous les cas, il faut travailler sa visibilité, sa communication très régulièrement. Et Ouais. quand on travaille aussi sur Internet ou qu'on a un site Internet ou qu'on travaille sur Etsy, eh bien, il faut s'occuper des commandes, il faut les envoyer, Ah bah, oui. il faut Les articles physiques, réalimenter. oui. Donc, Oui, là, il y a rien de passif, hein. voilà. C'est quelque chose que j'adore, vraiment l'artisanat, créer de mes mains et tout ça. Et en fait, ces 2 dernières années, je commençais un petit peu à me lasser parce que je faisais tellement que ça qu'en fait, j'avais l'impression bah, de ne plus avoir mes week-ends aussi. Et du coup, je m'en suis lassée. Et ça, c'est dommage, en fait, au final. Mais donc, oui, c'est clair que on ne voit pas toujours ce qu'un créateur est dans les coulisses. Et voilà. Je- Et d'ailleurs, tu t'as jamais pensé à vendre sur le terrain, je dirais, ça ne t'a jamais effleuré l'esprit, c'était vraiment la partie Internet aussi qui t'intéressait? Eh ben, si, j'ai un peu testé quand même, et je suis vraiment pas persuadée que c'est la meilleure des solutions. Ça, c'est mon avis, hein, mais voilà. Moi, j'ai fait des marchés de Noël principalement, et j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu enfin, je trouvais que l'emplacement était pas toujours donné et et en fait, le fait d'être sur place, moi, c'était pas du tout un arrangement qui allait parce que je ne savais pas personnaliser sur place puisque ma machine était énorme. Donc je pouvais certainement pas la déplacer et voilà, je n'ai pas spécialement bien vendu sur les marchés et je suis persuadée qu'internet t'ouvre la porte, au monde entier, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai des amis dans mon entourage qui sont un peu dans la création aussi et qui veulent, à tout prix essayer des marchés de créateurs et cetera et je suis là: «Mais mets-toi sur internet parce que tu vas toucher beaucoup plus de gens. Le travail que tu vas fournir va être décuplé, tandis que sur place, beh, s'il y a, 100 personnes qui passent la journée, il y a peut-être 50 personnes qui vont passer devant ton stand et il y a peut-être, 20 personnes qui vont s'arrêter et 10 personnes qui vont t'acheter et au final, pour moi, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps avec,
bah, je sais pas si c'est bien que je le dise, mais en tout cas, moi, je suis pas persuadée, que les petits marchés de créateurs et tout ça, ça rapporte. Après vraiment, peut-être au tout départ pour tester ton idée, tes premières expériences, mais à terme, c'est pas quelque chose qui rapporte pour moi, enfin qui peut te faire vivre en tout cas. Et puis, je pense que tout dépend de ce que tu vends, de ta cible surtout, et ça c'est important souvent quand les personnes se lancent dans la création, ne réfléchissent pas à la cible de leurs clients Oui, et se mettent sur des marchés de Noël. Et bien sur ces marchés, il faut savoir que beaucoup de personnes flânent aussi parce qu'ils aiment peut-être l'ambiance de Noël tout simplement et qu'ils ne sont pas forcément là pour acheter. Et selon bien, les créations que l'on fabrique, que l'on revend, les marchés de Noël ne sont pas forcément la meilleure idée oui, selon bien le type de clientèle que l'on cible aussi. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est un gros travail de savoir où se faire représenter. Que ce soit une boutique, c'est comme quand on ouvre une boutique, eh bien, on n'ouvre pas forcément une boutique dans une rue parce que le local n'est pas cher. Si ce local est très mal situé, vous n'aurez, alors vous n'avez peut-être pas payé de loyer très cher, mais vous n'aurez personne dans le quartier. Voilà, je pense aussi que la situation est de cibler les marchés, même les marchés en semaine, vous avez des marchés plus alimentaires ou plus voilà, création, etc. Eh bien, il faut savoir aussi où se mettre et ne pas forcément aller ou revendre ses créations dans une boutique de créateurs qui n'a pas forcément la même cible de clientèle, les tout mêmes à fait. budgets, etc. Donc c'est quand même aussi un travail, je pense, et c'est pour ça que certaines créatrices sont très déçues des marchés de Noël, et je le comprends, puisque c'est pas là forcément où elles revendent le plus, mais peut-être que ce marché de Noël-ci n'était pas adapté à la clientèle de la créatrice finalement. Donc c'est très dur, et comme tu dis, maintenant Internet eh bien, ouvre au monde. Donc Oui. potentiellement on peut, même la France, je dirais, sans parler du monde entier, mais déjà ouvre la France entière. En cela, c'est vraiment bien pour revendre effectivement, et encore faut-il travailler, comme on disait tout à l'heure, sa visibilité et son référencement. C'est la base. Et Oui. justement, alors on parlait d'Etsy, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à vraiment une créatrice qui débute ou qui stagne, du moins, dans son activité, voilà, qu'elle n'arrive pas tellement à vendre, qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille peut-être? Déjà, je dirais enfin, je trouve que c'est toujours important d'essayer de chercher qu'est-ce qui est recherché en fait sur Internet. Bon, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'outils à notre disposition pour le faire. Malheureusement, tu as Google Trends, il y a aussi des outils comme Ubersuggest, voilà, qui te cherchent quels sont les mots-clés qui sont tapés sur Google. Mais moi, toujours eu un petit peu de mal à vraiment trouver, par exemple, ce que je faisais parce que c'était très particulier. Et par exemple, sur Google Trends, tu vas avoir des grosses tendances, mais tu vas pas avoir des petites choses en particulier. Mais si tu arrives à savoir vraiment, comme tu le disais avec l'audience, hein, ce que veut ton audience et ce qui est demandé par les gens et essayer de suivre les tendances aussi, ben là, je pense que tu peux rencontrer beaucoup plus de succès que si toi, en tant que petite créatrice, tu te dis, bah tiens, j'ai envie de faire ça dans cette couleur-là et je le fais comme ça, bah malheureusement, ça fonctionne pas toujours comme ça. Il faut faire ce qui est en demande, en fait. C'est ça qui fonctionne le mieux. Oui, donc le plus dur finalement, c'est d'allier sa passion, parce qu'il y a des créatrices qui créent vraiment des choses très originales dont on voit nulle part et qui peuvent aussi plaire, Tout à fait. effectivement, mais il faut quand même justement soit trouver son public, et là on sait que cela va être un public très ciblé, ça ne plaira pas à tout le monde, mais bon, justement, c'est pas plus mal aussi quelquefois de trouver vraiment sa niche pour avoir les clients potentiels, mais effectivement de toujours voir le marché, les tendances pour être pas être non plus eh bien, à la ramasse. Oui, c'est ça. Mais après, comme tu dis, c'est bien aussi d'avoir sa patte, hein, parce que, enfin, moi, j'ai aussi remarqué que j'ai commencé à rencontrer du succès quand j'ai proposé des choses qui étaient vraiment uniques. Mais il n'empêche que c'était des choses qui étaient quand même demandées parce que, par exemple, comme je te disais, les faire-part là, bah, des faire-part sont toujours recherchés. C'est quelque chose que les gens recherchent pour les naissances, pour les baptêmes, et cetera. Mais j'ai pris la liberté d'essayer de faire des choses originales dans la présentation de ce faire-part. Mais donc j'ai pas réinventé la roue parce que des faire-part vont quand même être envoyés. C'est juste que j'ai essayé, voilà, de faire quelque chose de différent et c'est vrai que ça a fonctionné et d'autres choses aussi ont fonctionné quand j'ai essayé de sortir un peu du cadre. Donc
voilà, je pense qu'en fait, si on sait tester les 2, de se dire: «Bah, voilà, ça, je vois que c'est en demande, il faut que j'essaye de le faire, mais j'essaye de mettre ma patte dessus et de proposer quelque chose de différent», ça peut très bien fonctionner aussi. En fait, il faut tester, il faut faire des tests et tester plusieurs choses et pas se dire, «Je teste ça, ça n'a pas fonctionné, j'abandonne». Il faut vraiment faire plusieurs choix, plusieurs tests. Bah, tu as tout à fait raison de dire qu'il faut trouver toujours sa patte. Effectivement, on a toujours l'impression quand on crée qu'on veut réinventer quelque chose, mais non, tout simplement, on en parlait aussi avec la copie, tout simplement Oui, mettre son petit grain à soi pour montrer un peu quelque chose même de plus original. Ça peut être tout simplement dans un détail, ce n'est pas la peine, comme tu disais, de tout à fait. réinventer la roue et de faire des choses extraordinaires, mais de mettre sa patte et c'est comme ça que les personnes verront aussi la personnalité dans ta Ah création et oui? toi c'est ce que tu as réussi à faire donc ça c'est Mmh. chouette. Et du coup, quelles sont tes actualités? Est-ce que tu as des projets, des objectifs, si tu souhaites bien sûr les partager? Alors, donc cette année, c'est vraiment la première année où je peux pleinement me consacrer à mon activité sur YouTube. Donc, cette année, ça va être, mon objectif, c'est aussi de développer ma chaîne et voilà et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que, j'avais une activité physique et YouTube était plus quelque chose, qui était à côté et je dois dire que ne serait-ce que de trouver mon organisation, au quotidien, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, c'est quelque chose qui est totalement différent et que je dois apprendre vraiment. Et aussi, voilà, c'est vrai que sur ma chaîne, j'aimerais bien faire du contenu, pas que sur Etsy. J'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. J'aimerais bien sortir un peu du cadre et parler un peu plus d'entrepreneuriat. Et voilà, et sinon, d'un point de vue perso, on a acheté hier un van et on va faire le tour de l'Europe en van aménagé. Donc, Waouh! je vais faire mes vidéos de mon van maintenant, enfin, en tout cas pour cet été, après on verra. Donc, ça, c'est un gros projet aussi pour nous. Donc, voilà. D'accord. Et tu partageras en vidéo un peu de ton périple ou pas du tout? Oui, mais en fait, je pense que je vais ouvrir une chaîne à part parce que, je suis moi-même parfois un peu dérangée de suivre quelqu'un sur, voilà, sur Instagram, par exemple, qui partage, imaginons, voilà, des conseils sur l'entrepreneuriat et que cette personne commence à montrer, ce qu'elle déjeune et voilà et c'est pas quelque chose que j'aime parce que si je suis cette personne à la base pour un thème, j'aime bien qu'elle reste dedans et donc je me vois pas commencer à parler de ça, sur ma chaîne. Après, j'en parlerai un petit peu comme ça, mais je pense qu'on va faire vraiment une chaîne dédiée à ça pour partager notre périple, ça peut être sympa, ouais. Bah, écoute, je serai ta première fan, puisque ayant travaillé plus de 15 ans en agence de voyage, tu, Ah bah, penses, voilà, tu penses bien que, que le c'est thème vrai. me plaît beaucoup, donc j'aurai deux chaînes comme ça à suivre, Bah, merci, c'est gentil. celle sur Etsy et sur le voyage. Donc écoute, tu auras déjà une première abonnée toute trouvée. Et je pense que ça peut vraiment plaire aussi, bien sûr, à beaucoup de monde. Et du coup, eh bien, où peut-on te retrouver? Donc sur YouTube, bien sûr. Oui, ouais, c'est vraiment là que je suis le plus active et après aussi sur Instagram et TikTok, j'ai une petite présence pour le moment, on va dire, mais c'est quelque chose que je vais développer un peu plus cette année. Je vais essayer de faire des formats un petit peu plus courts aussi qui sont, un peu plus chouettes à regarder que des vidéos parfois de un quart d'heure, voilà. Donc YouTube, Instagram et TikTok. D'accord. Bon, bah, écoute, Voilà. Aurore, en tout cas, je te remercie sincèrement pour cet échange. J'avais vraiment envie que tu viennes ici et c'est chose faite. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette interview. Du coup, je vais Hem, mettre bien sûr le lien de ta chaîne YouTube dans la description pour les personnes qui vont avoir hâte de te découvrir et de te suivre. Et puis voilà, je te remercie vraiment pour d'avoir vraiment accepté cette invitation. merci à toi, ça me fait toujours plaisir quand on m'invite comme ça sur des podcasts, j'arrive pas à y croire en fait parfois. Ça me fait vraiment plaisir Ah, donc merci tu, et merci pour tes conseils judicieux aussi au quotidien. eh ben, Je suis merci. certaine que tes abonnés les apprécient. Eh ben, c'est gentil à toi. Et puis, bien, pour ma part, pour les personnes qui nous écoutent, eh bien, je vous invite à noter, liker et partager cet épisode s'il vous a plu et que vous souhaitez avoir d'autres interviews et conseils par ici. Et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain épisode.